tout a commencé en fait, tout a commencé avec la loi MAPTAM sur l'action publique territoriale et la nouvelle organisation qui était proposée. Dans cette loi qui a été longuement préparée et sur laquelle nous avons tous contribué directement ou indirectement à travers des propositions que nous avons pu faire remonter au niveau du ministère. Dans cette loi, je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que, d'une part, la GEMAPI est arrivée. Alors vous savez tous, puisque c'est notre quotidien, que nous intervenions sans trop de cadre légal et que la plupart de nos syndicats, associations sur les rivières, les baies et autres étangs intervenaient parce qu'elles le voulaient bien. Et du coup, le fait de voir arriver officiellement dans la loi ce qu'on appelle aujourd'hui la GEMAPI, une gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de protection contre les inondations, ça c'était un vrai plus parce que quand même ça nous donnait un cadre réglementaire et une assise à nos interventions. Donc ça c'était plutôt bien, on était plutôt content de le voir arriver. Et ce qui a été aussi très bien, c'est de voir reconnaître dans le cadre légal les épages, c'est-à-dire les EPTB étaient déjà à peu près reconnus, établissements publics territoriaux de bassin, mais qui concernaient surtout des grands territoires. Et toutes nos petites structures de gestion n'avaient pas vraiment d'appellation officielle. On parlait de syndicats de rivières, de maîtrise d'ouvrage local, enfin de différentes choses. Et là, le fait de reconnaître ce vocable EPAGE, établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, ça donnait effectivement un corps réglementaire et une reconnaissance institutionnelle à nos structures. Et on peut tous s'en féliciter puisque cette idée d'EPAGE, en tout cas le mot, est sorti des réunions du réseau des gestionnaires de milieux aquatiques auquel pour la plupart vous appartenez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est parti de chez nous, à partir de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'est battu pour faire remonter jusqu'à Paris, c'est-à-dire jusqu'au ministère, et qui finalement trouve son inscription dans la loi. Donc ça, c'était une bonne chose. La moins bonne chose, c'est que cette compétence GEMAPI, qui est affectée au bloc communal, donc ça c'était bien, puisqu'on est tous, pour la plupart, des syndicats avec des communes, est transférée automatiquement aux EPCI, aux établissements publics de coopération intercommunale, à fiscalité propre, donc les communautés d'agglomération, de communes, les métropoles. Donc ça, c'est un souci parce que cette intercommunalité-là n'a pas comme cadre géographique la cohérence hydrographique que nous avons obtenue, plus ou moins, et souvent difficilement, sur nos épages, ce qu'on peut appeler aujourd'hui nos épages. Donc voilà déjà le premier cadre, avec une compétence GEMAPI qui commençait à se définir, mais qui était très large tout de même, puisqu'elle portait autant sur l'aménagement de bassins ou de fractions de bassins versants, donc ce que nous faisons, sur l'entretien des cours d'eau et des différents plans d'eau, sur la défense contre les inondations et contre la mer d'ailleurs, et surtout ce qui est restauration des écosystèmes aquatiques, des zones humides. Donc des compétences assez larges. S'en est suivi la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République. Cette loi NOTRe donc, va un petit peu plus loin dans la précision des compétences des institutions. Notamment, elle supprime la clause de compétence générale. Autrement dit, la région, les départements ne peuvent plus non plus les moyens d'intervenir là où elles le désireraient. Les compétences sont aujourd'hui fléchées. Mais on verra, il y a quand même pas mal d'exceptions qui du coup se mettent en œuvre, ce qui va aussi compliquer la situation. Donc ces compétences qui sont fléchées, ça veut dire notamment qu'il y a un transfert obligatoire des compétences qui étaient prises par certaines collectivités vers les échelons qui sont fléchés. Les seuls qui gardent la compétence générale, ce sont les communes qui peuvent continuer à intervenir où bon leur semble et surtout en fonction de leurs moyens. Cette compétence GEMAPI, donc, qui est affectée au bloc communal mais aux intercommunalités à fiscalité propre, devait être mise en œuvre en janvier 2016. Finalement, elle est reportée en janvier 2018. Mais bon, sinon 2 ans, c'est assez proche. Sur l'organisation ensuite des partages de compétences, les régions et les départements ne peuvent intervenir que sur leurs compétences fléchées. Ceci dit, et on en reparlera un petit peu par la suite dans le cadre régional, il y a tout de même énormément, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des dérogations, mais en tout cas il y a pas mal d'exceptions à cette règle-là.
Par exemple, les départements qui n'interviennent plus sur la gestion des milieux aquatiques, voire sur l'environnement, gardent quand même la compétence espaces naturels sensibles. Et notamment pour le cas particulier des parcs naturels régionaux, peuvent continuer à adhérer à un parc naturel régional au titre d'une part de cette compétence sur les ENS, mais également au titre de leur compétence sur ce qu'on appelle la solidarité territoriale et sur l'assistance technique. Donc, cas un peu particulier exceptionnel, les départements peuvent continuer à intervenir finalement indirectement sur ces aspects de gestion de milieux aquatiques, puisqu'on est dans une logique d'environnement, dans le cas des parcs naturels régionaux uniquement. Ensuite, il y a un cadre dérogatoire quasi général, c'est que départements et régions peuvent continuer à intervenir en dehors de leurs compétences ou de leur chef de filât, dans la mesure où ces actions sont prévues dans le contrat de plan État-région. Donc, ce qui veut dire que les négociations, les discussions au niveau du CPER prendront un tout autre relief, puisque c'est, entre guillemets, l'occasion de déroger, ou en tout cas de pouvoir continuer à participer à certaines actions qui sont utiles sur le territoire. Et enfin, les conférences territoriales qui vont se mettre en place sur chaque département vont définir des conventions. Et là aussi, apparemment, il y aura des possibilités de négociation et donc de calage d'intervention de tel ou tel partenaire institutionnel, région, département, des communes, des agglos, etc. Donc en fait, on s'aperçoit que sur un cadre très rigide de départ, il va y avoir quelques pistes d'entrée qui vont permettre de finalement continuer à avoir des actions partenariales, région, département, bon, évidemment État et intercommunalité. Donc il y a tout un cadre finalement de négociation qui semble s'offrir à nous. Et ça sera d'autant plus intéressant, ce sera de travailler toujours ensemble au niveau de notre réseau de gestionnaires milieux aquatiques, parce qu'il y a fort à parier, que ce soit au niveau du territoire régional ou du territoire national, il y aura forcément des différences, en tout cas dans les premiers temps, des différences d'appréciation d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Et donc il faudra vraiment que cette, entre guillemets, jurisprudence, on la fasse mûrir très rapidement pour avoir quelque chose de vraiment lisible, de vraiment cohérent. Une des nouveautés aussi de la loi NOTRe, c'est qu'elle rend les collectivités co-responsables financièrement avec l'État de la non-atteinte des objectifs européens au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc notamment pour ce qui est qualité des eaux. Donc voilà, ça c'est in cauda venenum. Et enfin, le projet de loi qui est en cours d'adoption sur la biodiversité va sans doute resserrer le dispositif. Avec, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'avec tout de même la formule syndicat mixte qui finalement reste tout de même d'actualité, même on connaît un certain regain d'actualité, puisqu'en termes notamment d'entente interdépartementale, le syndicat mixte reste une bonne solution, et que localement, on le verra un peu par la suite, les syndicats mixtes continuent à être intéressants. Enfin, entre parenthèses, les parcs régionaux sont des syndicats mixtes d'ailleurs. Et sans doute une évolution au niveau des règles de fiscalité sur la taxe et également sur des accélérations, je vais dire, de substitution des syndicats mixtes et vers des communautés d'agglomération et vers les métropoles. Ce qu'il faut voir sur cette taxe, il y aura quelques exemples tout à l'heure, mais cette taxe, donc, qui est aussi la nouveauté, c'est-à-dire que non seulement on a créé une compétence, mais on a créé les moyens de financement de cette compétence. Donc ça aussi, c'est quand même un élément positif, en tout cas a priori. Cette taxe GEMAPI, donc, qui doit être votée par chaque niveau institutionnel, dans son application, elle est limitée à 40 € par habitant, maximum. En vérité, ça va être les conditions d'application seront un peu plus compliquées, puisque la taxe GEMAPI, elle va en fait, la collectivité va voter un montant global, mais ensuite ce montant global va être revu par les services fiscaux, puisqu'en fait il est ventilé sur 3 taxes différentes, sur la taxe d'habitation, sur la taxe locative, je crois, et sur la taxe sur les entreprises. Donc en vérité, quand une collectivité dit, ben moi imaginons, ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais je décide, ce sera 40 € par habitant, en vérité, il y en a qui paieront moins, puis il y en a qui paieront plus.
Donc les 40 euros au maximum, ou les 8 euros, 12 euros, comme ça a été fait notamment dans les Hautes-Alpes, c'est une moyenne, ça permet de dire voilà quelle est la somme qui est votée globalement, c'est-à-dire je multiplie mes 10 euros par le nombre d'habitants du territoire, ça fait une somme, mais ensuite ça va être ventilé différemment selon les différentes taxes d'imposition. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette taxe-là, le montant de cette taxe, qui doit être donc délibéré, doit correspondre strictement aux besoins de financement de la collectivité. Donc chaque fois, il faudra que ça soit bien justifié par un programme à mettre en œuvre, que ce soit en fonctionnement et en investissement. Alors, sur les évolutions en cours sur le territoire régional, vous serez là pour compléter dans la journée. Mais ce qu'on peut voir sur cette première carte, c'est que de fait, on passe de 61 à 35 communautés, communes, agglomérations, etc. Donc une vraie réduction, une vraie concentration de compétences. Ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, en tout cas pour l'instant, à court terme, le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes n'est pas énormément réduit, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Donc est-ce que c'est de la résistance? Est-ce que c'est un effet de décalage? Tout dépendra des situations. Le territoire qui est le plus impacté, vous le voyez, ça se voit assez bien, ce sont les Bouches-du-Rhône, avec la création de la métropole Aix-Marseille, qui effectivement représente largement plus de la moitié du département des Bouches-du-Rhône, les 2/3, et si on fait ça en population, je pense que ça va être dans les 3/4. L'incidence donc sur nos intercommunalités, sur les milieux aquatiques, va être très très important forcément, parce qu'on va avoir deux cas de figure. Soit sur une communauté d'agglomération, il y a des syndicats intercommunaux, alors c'est le cas de la métropole par exemple, d'Aix-Marseille. Il y a plusieurs syndicats intercommunaux, syndicats mixtes dédiés à la gestion de l'eau qui se trouvent dans le périmètre. Et donc, ils seront dissous pour être intégrés à la métropole, ce qui pose des questions de pérennité de l'action, de pérennité des moyens qui sont consacrés aujourd'hui. Donc on a quelques cas comme ça. L'autre cas, c'est un peu le cas inverse, c'est-à-dire sur un territoire communautaire, il y a, sur un bassin versant, il y a plusieurs communautés. Et donc là, il faudra absolument définir les conditions de fonctionnement et d'affectation et de la compétence GEMAPI. C'est-à-dire sur une communauté ou sur un bassin versant plutôt, où il y a plusieurs communautés qui adhèrent sans qu'une soit majoritaire, l'idée serait que l'intercommunalité dédiée à la gestion de l'eau continue à exercer, prenne la compétence GEMAPI, ce qu'il faudra dire d'adapter sans doute les statuts, parce qu'on a tous des statuts assez différents, précise bien cette compétence-là et précise les règles de transfert de la compétence des communautés vers l'échelon gestion de milieu aquatique. Donc sur les territoires, sur les départements, je ne vais pas trop le détailler parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais ça se traduit effectivement par des dissolutions sèches, notamment sur le 04 avec l'Ubaye, la Bléone, le Jabron qui sont dans des communautés. Sur le département des Hautes-Alpes, le schéma départemental de coopération intercommunale recommande la création de structures de gestion sur des bassins où on n'en a pas aujourd'hui. Il y a pas mal de bassins orphelins aujourd'hui sur ce territoire. Donc là, on est moins dans le cadre de dissolution, plutôt dans le cadre de création. Sur le département des Alpes-Maritimes, les petites structures de la côte, des petits fleuves affluents, adhèrent, vont être dissous et intégrés dans les communautés d'agglomération. Sur le Var, c'est un petit peu le même cas de figure avec des syndicats côtiers qui intègrent les communautés d'agglomération. C'est déjà d'ailleurs le cas sur la Giscle, à Cogoulin. Et sur le Vaucluse, là, je pense que les collègues compléteront dans la journée, ils sont très présents. Des fusions de syndicats sur l'Aigle, ce qui était déjà envisagé d'ailleurs depuis quelque temps. Fusion qui est également d'ailleurs actée dans le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme, puisque c'est l'Aigle est en partage avec la Drôme. Et un gros travail sur le socle, le schéma d'organisation des compétences locales en eau. Voilà. Donc là, à ce jour, voilà les intercommunalités qui ont pris en compte la compétence GEMAPI.
Donc on note sur le 0,5 les communautés du Guillès 3 et de l'Embrunet. Et puis quelques cas sur le littoral qu'on vient d'évoquer. Et enfin, là, sur l'état des lieux régional sur ces démarches, énormément de réflexions qui sont en cours, notamment à travers des démarches socles, pour voir justement comment on peut préciser ce transfert de compétences GEMAPI ou sa bonne application, notamment dans le cadre d'études socles qui sont en cours et sur lesquelles on reviendra dans la journée. Ce que je vous recommanderais, c'est, vous avez eu ce dossier ressources sur la compétence GEMAPI, il sera bientôt en ligne, mais d'ores et déjà, la plupart des items qui figurent dans ce dossier sont consultables directement sur Internet, sur notre site. Donc ce sont les textes bruts, c'est des fois un petit peu fastidieux, mais enfin c'est toujours enrichissant de vraiment en prendre connaissance, parce qu'à partir de ça, vous pouvez aussi vous faire votre propre éclairage. Mais encore une fois, j'insiste sur le caractère encore évolutif de l'application de ces différents règlements. Il y aura pas mal de jurisprudence à créer et je pense que c'est tous ensemble, dans le cadre de ce type de réunion ou dans des réunions de travail plus limitées, mais au sein du réseau des milieux aquatiques, que nous arriverons vraiment à faire progresser et à rendre efficiente cette révision réglementaire qui est très profonde pour notre territoire et pour nos thématiques. Voilà, merci beaucoup. Sur le rôle de la région en tant que coordinateur ou chapeauteur des questions d'eau. Ayant eu le plaisir de connaître vos travaux depuis 2008, je voulais savoir si les questions de GEMAPI avaient été intégrées dans les débats du Source et éventuellement posées dans les questions liées à l'Agora. Alors, concernant la démarche du Source et l'Agora, donc on avait pris une déclaration commune au niveau de l'Agora, donc c'était fin d'année dernière, qu'on a diffusée à l'ensemble des communes et intercommunalités en fin d'année, donc on était sur l'ancienne mandature, pour justement insister sur la bonne organisation et le bon échelon sur la mise en œuvre de cette GEMAPI, pour ne pas remettre en cause tout ce modèle de gestion intégrée qu'on a accompagné ces dernières années. Et donc c'est, je pense, pour un certain nombre de collectivités, ça a permis peut-être certainement d'éclairer, et en tous les cas dans cette déclaration commune, on insistait aussi sur la nécessité de soutenir des démarches telles que le socle qui s'est mis en place aussi au niveau du Vaucluse, pour qu'à l'échelle des départements, il y ait bien une réflexion et que les propositions soient cohérentes pour préserver cette gestion intégrée. Concernant maintenant la suite pour l'institution régionale, donc au niveau donc là on est, vous le savez bien, sur une nouvelle mandature. Donc au niveau du Source et de l'Agora, on n'a pas réactivé encore nos travaux, puisque bon, on est aussi encore dans l'attente de la désignation du nouveau ou de la nouvelle présidente de cette instance de gouvernance régionale. Et c'est vrai, comme Claude l'a rappelé, la loi NOTE nous donne une opportunité de se saisir d'une compétence donc concernant l'animation et la gestion sur la concertation sur les milieux aquatiques. Donc c'est vrai qu'on s'était beaucoup battu sur la précédente mandature pour obtenir cet article, parce que pour nous, c'était l'intérêt de pouvoir pérenniser cette animation à travers l'Agora. Donc actuellement, il y a une étude juridique qu'on va lancer pour analyser exactement le niveau de responsabilité et les conséquences pour l'institution régionale de se saisir de cette nouvelle compétence, et que ce soit bien fait aussi en articulation avec, bien sûr, toutes les démarches d'animation territoriale de l'eau, que ce soit dans le cadre, on va dire, local, à travers des démarches telles que le SAGE ou les clés, ou que ce soit au niveau supra-régional, avec l'articulation des instances de bassin ou autres. Voilà. Donc actuellement, c'est quelque chose qu'on étudie en interne et qu'on partagera bien sûr avec nos nouveaux élus. Oui, au niveau de l'agenda, je voulais juste vous informer d'une réunion qui s'est tenue cette semaine. Nous allons organiser un séminaire très prochainement de la commission environnement. Les élus sont très demandeurs d'aller au fond de tous les dossiers pour pouvoir prendre des décisions avec une connaissance approfondie de chaque dossier. Et le président Christian Estrosi a souhaité organiser des assises régionales de l'environnement d'ici l'été. Donc on va quand même aller assez vite sur des prises de position politiques. Donc séminaire dans les semaines qui arrivent, et ensuite assises régionales. Et là, on sera nourri de tous les travaux des services, et on pourra faire des propositions concrètes.
Caroline Vassas, directrice du SMIGIBA, syndicat de rivière dans les Hautes-Alpes. Bassin versant qui est à cheval sur 2 régions. Je voulais savoir quel était le lien entre la région PACA et la région Rhône-Alpes sur la thématique GEMAPI. Voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre au niveau des services. Je ne sais pas si les services se sont rapprochés des régions, je n'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons commencé nos réunions au niveau de l'ARF et que les élus environnement se sont déjà rencontrés une fois, qu'il y a une prochaine réunion le 24 mai à Paris, à l'ARF, et qu'on va passer en revue un petit peu toutes ces thématiques politiquement. Mais je suppose que les services aussi vont travailler ensemble. C'est fort souhaitable pour que nous puissions opter sur des solutions concrètes. Je ne sais pas, peut-être quelque chose à rajouter au niveau des services. Comme je l'ai dit, en fait, c'est vrai que nous, on est très favorable à soutenir ce genre de... Bien sûr, et cette prise de compétences par les intercommunalités. Après, et c'est vrai que je suis un peu gênée parce que bon, j'ai pas encore les nouvelles orientations politiques de l'exécutif, mais je ne pense pas que voilà, il y ait une remise en cause de cet accompagnement. Et en tous les cas, d'un point de vue juridique, ce qu'il est certain, parce que nous, on avait besoin aussi de se sécuriser juridiquement sur l'accompagnement de l'institution régionale sur cette compétence avec la nouvelle loi NOTRe. C'est qu'on a été rassuré sur 2 choses. D'une part, pour que jusqu'à l'horizon 2020, ça reste une compétence partagée pour les départements et les régions, puisque le temps que les intercommunalités se saisissent juridiquement, officialisent cette prise de compétence, les régions et les départements sont sur une compétence partagée et volontariste, donc elles peuvent continuer à le faire. Et nous, d'un point de vue juridique, on peut d'autant plus le faire que tout ce qui est lié à la GEMAPI en termes de financement, on l'avait intégré dans la mesure eau du contrat de plan qui va donc jusqu'en 2020. Donc, ce qui fait que jusqu'à 2020, la région peut juridiquement également intervenir par dérogation du fait qu'on soit dans le contrat de plan. Et au-delà de 2020, l'analyse de notre service juridique confirme que c'est vrai que ce sera une compétence dévolue au bloc communal, donc théoriquement on ne pourra plus y aller, sauf dérogation pour le contrat de plan suivant, à condition que voilà, les élus veuillent bien, et avec l'État, contractualiser sur cette question des travaux liés à la GEMAPI. Voilà. Je retourne un peu la question au BUH. Est-ce que toutes les communes qui sont sur notre région sont dans le parc des Baronnies? Dommage. Non, je dis dommage parce que de fait, il y a déjà un outil interrégional de coopération à travers le parc naturel régional des Baronnies, qui est à la fois sur la Drôme et à la fois sur votre territoire. Et du coup, de fait, il y a déjà des liens concrets qui existent et sur lesquels c'est bien de s'appuyer. Bonjour à tous, Léa Adal de la DDTM des Bouches-du-Rhône. Moi, je souhaiterais revenir sur un point vraiment spécifique concernant le devenir des syndicats mixtes. Vous avez évoqué le fait qu'il fallait clarifier les statuts d'ici 2020. Alors, est-ce que, dans les Bouches-du-Rhône, et j'imagine que c'est la situation se retrouve dans d'autres départements, nous avons des syndicats mixtes qui exercent des compétences GEMAPI ou hors GEMAPI. Du coup, pour les compétences hors GEMAPI, ces syndicats auraient vocation à perdurer. Néanmoins, leurs statuts ne sont pas toujours très clairs. Donc, est-ce que le maintien des syndicats mixtes passe nécessairement par une révision des statuts ou bien seulement fondé sur les compétences réellement exercées ? Là, ça va être un peu au service de la préfecture d'apprécier cela. Je ne veux pas dégager en touche et renvoyer vers l'État, mais ça va être un peu à ce niveau-là que ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est compétences GEMAPI va directement au bloc communautaire, de fait, et les compétences hors GEMAPI vont devoir être précisées. Donc, si des structures intercommunales qui ne récupéreraient pas la GEMAPI veulent continuer à exister sur leurs compétences, elles vont être obligées effectivement de réviser leur statut pour être très très explicites sur les compétences qu'elles continuent à mettre en œuvre et aussi sur leur capacité à pouvoir les porter. Parce que là on parle beaucoup de gestion de milieux aquatiques, mais il arrive que des syndicats mixtes aient plusieurs niveaux de compétences. Donc est-ce que ces niveaux de compétences ne sont pas aussi affectés par les autres éléments de la loi NOTRe ? Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà dans le domaine de l'environnement, en tout cas au niveau des Bouches-du-Rhône, il y a eu des courriers de l'État vers des intercommunalités pour leur dire attention, dans le cadre de la métropole, vous devez
soit se mettre en conformité, soit être intégré, etc. Donc les services de l'État ont déjà attiré l'attention de ces intercommunalités sur la nécessité soit d'envisager leur dissolution, soit de réviser leur statut pour être certain qu'on est bien dans le cadre des compétences nouvellement définies. Et là aussi, c'est un travail qui sera être fait, je pense, vraiment en partenariat avec vos services déconcentrés de l'État et nos intercommunalités, puisque finalement, on est en train d'essayer de comprendre comment appliquer cette loi et comment la rendre vraiment opérationnelle. C'est un travail que nous avons engagé avec la préfecture. Nous avons commencé à réfléchir à ces choses-là et je voulais savoir s'il y avait une doctrine régionale à ce sujet. Mais je sais bien que voilà, ce sont les services de l'État qui sont en première ligne là-dessus. Peut-être juste une petite précision sur les évolutions législatives en cours. On avait jusqu'ici des possibilités, des risques de dissolution de fait de structures. Et petit à petit, les textes sont en train d'évoluer, notamment dans le cadre du projet de loi biodiversité, sur le fait qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de représentation-substitution qui soient systématisés sur l'ensemble des niveaux de PCI et qui permettront de moins déstabiliser d'office les structures et de prendre peut-être plus le temps de ces révisions de statut. Oui, bonjour, Caroline Savoya du syndicat mixte d'aménagement de la Bléone. Juste une petite question sur l'alinéa 12 du L217, concerne l'animation, la concertation. Comment ça va se passer? Parce que c'est du coup l'animation des contrats de rivière et des sages. Si la région prend la compétence pour cet alinéa-là, comment ça va se passer pour les structures de gestion? Alors, ça ne veut pas dire que la région... juste par rapport le texte ne dit pas que c'est eux qui porteraient l'animation des contrats et des sages. Oui, c'est ce que j'ai pas détaillé. Bon, bien sûr qu'en tous les cas, c'est pas du tout la volonté de la région et je pense pas du nouvel exécutif. Donc nous, l'objectif d'avoir et l'intérêt de cet article, c'est de pouvoir pérenniser une animation à un échelon régional. Donc nous, c'est pérenniser l'Agora qui s'appuie bien sûr sur les démarches locales et c'est pas du tout une remise en cause. Et bien sûr, on n'aura pas l'intention de se substituer aux animations locales. C'est créer un débat politique sur les questions de l'eau et des milieux aquatiques à un échelon régional. Voilà. Ah non, ben non. De toute façon, cet article ne remet pas du tout en cause, bien sûr, ce qui existe au niveau des démarches des sages, au niveau des comités de rivière et le fonctionnement des clés. Après, nous, on demande un certain nombre d'éléments juridiques pour voir comment on assoit réellement maintenant notre agora, puisqu'on était sur un fonctionnement, on va dire, empirique, avec un règlement intérieur, mais qui n'était pas défini par des textes. Donc on veut se sécuriser aussi d'un point de vue juridique par rapport à cette prise de compétences, mais l'objectif n'est pas du tout de se substituer à ce qui existe au niveau local. Peut-être en complément, ça permettrait aussi non seulement par rapport à l'Agora, mais aussi d'asseoir complètement l'appui de la région aux structures qui portent ces animations-là. Donc il y a aussi un intérêt à légitimiser cet appui-là. Oui, Gilles Brière, département de Vaucluse. Je crois qu'il faut être tout à fait clair avec cette alinéa 12 et arrêter de se faire des films. L'alinéa 12, il n'a pas pour vocation d'extraire des missions de la GEMAPI tout ce qui consiste à animer ce qui est dans ces missions. Vous continuerez à être compétent pour faire de l'animation sur la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques. La loi qui prévoit de donner cette compétence à la région, c'est au niveau régional. On est bien clair. Donc, on a déjà suffisamment de motifs de se faire peur avec toutes ces histoires. N'en cherchons pas d'autres.